Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Deka. Le secret du succès par William W. Atkinson. Leçon 3. Esprit. Traduction et narration par Julie Deka. Esprit. L'esprit n'est pas une qualité fantaisiste et vague, mais une puissance réelle, vivante et puissante dans l'homme. L'affirmation de la reconnaissance de la maîtrise, une merveilleuse qualité de l'âme. Pour beaucoup d'entre nous, le titre de cette leçon, l'esprit, peut sembler avoir un lien avec les esprits, les entités incarnées ou encore l'âme, ou une partie supérieure de celle-ci, à laquelle le nom d'esprit est souvent appliqué. Mais, dans ce cas, nous utilisons le mot dans un sens différent et pourtant dans un sens approuvé par de nombreux enseignants et enquêteurs avancés de l'occulte et du spirituel. Voici l'une des significations du mot esprit telle que donnée par Webster. Énergie, vivacité, ardeur, enthousiasme, courage, etc. Alors que la même autorité définit le mot fougueux comme animé, plein de vie et de vigueur, vif, etc. Ces définitions vous donneront une idée du sens dans lequel nous utilisons ce terme. Mais il y a plus encore. Je reprends. Voici une signification du mot esprit telle que donnée par le dictionnaire Webster. Énergie, vivacité, ardeur, enthousiasme, courage, etc. Alors que la même autorité définit le mot fougueux comme animé, plein de vie et de vigueur, vif, etc. Ces définitions vous donneront une idée du sens dans lequel nous utilisons ce terme, mais il y a plus encore. Pour nous, le mot esprit exprime l'idée de la véritable nature essentielle de la puissance universelle et qui se manifeste également dans l'homme en tant que centre de son être, sa force et sa puissance essentielle, d'où découle tout ce qui fait de lui un individu. L'esprit ne signifie pas la qualité d'être éthéré, bonbon, spirituel, d'un autre monde ou quoi que ce soit de ce genre. Il signifie l'état d'être animé, c'est-à-dire posséder de vie et de vigueur, de sorte que l'état est réellement celui d'être rempli de pouvoir et de vie. Et ce pouvoir et cette vie viennent du centre même de l'être, la région du je suis, où le plan de l'esprit est
de la conscience. L'esprit se manifeste à différents degrés chez les hommes et même chez les animaux. C'est une qualité et une expression élémentaire, fondamentale et primitive de la vie, et elle ne dépend pas de la culture, du raffinement ou de l'éducation. Son développement semble dépendre de cette reconnaissance instinctive ou intuitive de quelque chose qui se trouve à l'intérieur. Le pouvoir de l'individu qui est dérivé de ce pouvoir universel, donc nous sommes tous des expressions. Et même certains animaux semblent le posséder. Un auteur récent sur l'apprivoisement des animaux exprime ainsi la réalisation instinctive de l'esprit chez certains des animaux supérieurs. Mettez 2 babouins mâles dans la même cage et ils ouvriront la bouche, montreront toutes leurs dents et se souffleront dessus. Mais l'un d'entre eux, même s'il possède une dentition plus laide, soufflera avec une différence, avec un tremblement intérieur qui le marquera immédiatement comme le sous-chien. Aucune épreuve de combat n'est nécessaire. C'est la même chose pour les gros chats. Mettez 2, 4 ou 12 de lions ensemble. Et eux aussi, probablement, sans un seul concours, découvriront bientôt lequel d'entre eux possède le courage du maître. Ensuite, il prend le choix de la viande. S'il choisit, les autres ne commenceront à manger qu'après avoir terminé. Il va d'abord à la casserole d'eau fraîche. En bref, il est le roi de la cage. Ainsi, lorsqu'un dresseur entre dans une tanière avec un gros chat qui a pris l'habitude d'agir de façon drôle, son attitude est presque exactement celle du roi des bêtes, mentionné ci-dessus, c'est-à-dire envers un sujet assez téméraire et mal visé pour défier sa royauté. Vous remarquerez dans la citation ci-dessus que l'auteur déclare clairement que ce n'est pas toujours le babouin aux défenses les plus féroces qui est le maître et que le roi lion n'affirme pas nécessairement sa domination spirituelle en gagnant un combat physique. C'est quelque chose de bien plus subtil que le physique. C'est la manifestation d'une certaine qualité d'âme de l'animal. Et c'est ainsi qu'avec les hommes, ce ne sont pas toujours les plus grands et les plus forts physiquement qui dominent. Le souverain le devient en raison de la mystérieuse qualité d'âme que nous appelons esprit et que les hommes appellent souvent nerf ou courage ou sable. Lorsque 2 individus entrent en contact l'un avec l'autre, il y a une lutte mentale. Il n'y a peut-être même pas un mot prononcé, et pourtant, l'âme se débat avec l'âme
alors que les deux pères, Dieu se regardent et qu'une chose subtile dans chacun s'engage et se débat avec une chose subtile dans l'autre. Tout peut être terminé en un instant, mais le conflit est réglé pour le moment et chacun des combattants mentaux sait qu'il est vainqueur ou vaincu selon le cas. Il se peut qu'il n'y ait pas de sentiment d'antagonisme entre les parties en présence, mais il semble néanmoins que les deux parties reconnaissent intérieurement qu'il y a quelque chose entre elles qui doit être réglé immédiatement. Les parties peuvent devenir les meilleures amies et pourtant, l'une d'entre elles mène toujours. OK? Et ce leadership ne dépend pas de la force physique, de la réussite intellectuelle ou de la culture au sens ordinaire du terme, mais de la manifestation et de la reconnaissance de cette qualité subtile que nous avons appelée esprit. En utilisant ce terme, les gens affirment inconsciemment qu'ils reconnaissent la qualité en eux-mêmes et chez les autres. Nous entendons souvent parler de personnes sans esprit, d'autres personnes qui ont eu l'esprit brisé, etc. Le terme est utilisé dans le sens de courage. Un cheval ou un homme courageux est plein d'entrain, selon les dictionnaires. Et les mêmes autorités définissent courageux comme plein d'esprit. Donc, vous voyez que le terme est utilisé comme nous l'avons employé. Mais l'explication de la source de la fougue n'est pas donnée. Les éleveurs de chevaux de course pur sang vous diront qu'un cheval ayant de l'esprit courra une course de gameur et qu'il dépassera souvent en distance et au vent un cheval ayant des caractéristiques physiques plus élevées, mais moins d'esprit ou de classe. Les cavaliers insistent sur le fait que la possession d'esprit chez un cheval est reconnue par les autres chevaux qui en sont affectés et se découragent et se laissent battre, bien qu'ils soient souvent les meilleures machines de course physiquement. Waouh! Cet esprit est une force vitale, fondamentale, que possèdent tous les êtres vivants par degrés et qui peut être développée et renforcée en soi. Dans notre prochaine leçon, nous réciterons quelques exemples de sa manifestation chez les hommes. Oliver Wendell Holmes, dans l'un de ses livres, donne la description suivante du conflit d'esprit entre deux hommes. Le visage de Koh-i-Noor devient si blanc de rage que sa moustache et sa barbe bleu-noir lui firent peur. Il sourit avec fureur et s'accroche un gobelet comme s'il avait jeté son contenu sur le haut-parleur. Le jeune Marylander
le regarda d'un œil lucide et sûr et posa sa main sur son bras, presque sans faire attention, mais le joyau sentit qu'il ne pouvait pas le bouger. Cela n'a servi à rien. Le jeune était son maître, et dans une étreinte indienne mortelle, dans laquelle les hommes luttent des yeux, terminée en 5 secondes, mais qui leur brise un des 2 dos, et qui est bonne pour 3 ans et 10, un essai suffit à régler toute l'affaire. Encore. Cela n'a servi à rien. Le jeune était son maître, et dans une étreinte indienne mortelle dans laquelle les hommes luttent des yeux, terminée en 5 secondes, mais qui leur brise un des 2 dos et qui est bonne pour 3 ans, 10. Un essai suffit à régler toute l'affaire. Tout comme lorsque 2 chanteurs à plumes de la basse-cour, le gibier et le tas de fumier, se réunissent. Après 1 ou 2 sauts l'un vers l'autre et quelques coups de pied tranchants, il y a une fin à tout cela. Et c'est après vous, messieurs, avec le parti battu dans toutes les relations sociales pour le reste de ses jours. Selon Fothergill, Emily Brontë a esquissé son idéal d'un être doté d'une immense volonté dans une ruffiane complète, Cliff, une brute massive et musclée. Eh bien, c'était la conception qu'une fille avait d'un homme fort. Mais je pense avoir vu des hommes à lunettes, tranquilles et inoffensifs, qui auraient très vite pu montrer aux ruffians où se trouvait la supériorité. Un exemple historique célèbre de la spiritualité sous des côtes apparemment écrasantes est celui de l'entretien entre Hugo, évêque de Lincoln, et Richard Coeur de Lion dans l'église de Roche-d'Andely. Dans son désir de poursuivre la guerre en Normandie, Richard a exigé de ses barons et de ses évêques des fournitures et de l'argent supplémentaire, mais Hugo a refusé de fournir des hommes ou de l'argent. Il prétendit que bien que le siège de Lincoln était légalement tenu de fournir des hommes et de l'argent pour le service militaire dans les 4 mers de Grande-Bretagne, la guerre de Normandie ne relevait pas de ce domaine et il défia le roi. Le roi Richard, appelé le Cœur de Lion, était un homme dangereux à défier et donc lorsqu'il a convoqué l'évêque Hugo en Normandie et que ce dernier est allé barboter le lion dans sa tanière, peu de gens ont douté du résultat et la chute de l'évêque a été prise comme une évidence. Lorsque l'évêque débarqua en Normandie, 2 barons amis l'informèrent que le roi était dans une terrible rage contre lui et lui conseillèrent de lui envoyer un message humble et conciliant avant d'entrer en présence royale. Mais l'évêque refusa de le faire et
s'empressa de rencontrer son monarque. Richard était assis à la messe lorsque l'évêque est entré. Hugo s'approcha de lui et, sans tenir compte de son froncement de sourcils, lui dit « Embrassez-moi, monseigneur roi. » Richard se détourna avec colère, retenant son salut. Mais Hugo, le regard fixe et secouant vigoureusement l'épaule royale, répéta sa demande. « Tu ne l'as pas mérité, » rugit le roi dans sa colère et son chagrin. « Je l'ai mérité, » retorqua Hugo en secouant d'autant plus fort l'épaule royale. Le roi lâcha peu à peu ses yeux de ceux de l'évêque et donna le salut et le baiser royal, et l'évêque passa calmement pour prendre part au service. Hugo a ensuite défié le roi dans sa chambre du conseil et a persisté dans son refus et s'est même risqué à réprimander son maître royal pour infidélité à la reine. Le conseil fut stupéfait, car connaissant le courage et le tempérament de feu de Richard, il s'attendait à voir Hugo s'écraser dans un instant. Mais au lieu de cela, il sortit vainqueur de la lutte des esprits. L'historien dit: le lion a été apprivoisé pour le moment. Le roi n'a rien reconnu, mais il a contenu sa passion, en remarquant par la suite: si tous les évêques étaient comme Monseigneur de Lincoln, pas un prince parmi nous ne pourrait lever la tête au milieu d'eux. Et ce n'était pas la première fois que ce redoutable évêque de Lincoln avait vaincu un roi. Dans ses premiers jours, peu après que le roi Henri Plantagenet l'ait créé évêque, il s'est retrouvé impliqué dans une féroce dispute avec ce monarque. Henri était à Worcester Park, entouré de ses courtisans, lorsque Hugo s'approcha. Le roi feignit de ne pas voir l'évêque, ne faisant pas attention à lui. Après quelques instants de silence tendu, l'évêque, repoussant un puissant comte qui était assis aux côtés du roi, prit sa place à côté du roi. Le roi fit semblant de raccommoder son gant de cuir. L'évêque dit avec joie et légèreté: « Votre Majesté me rappelle votre cousin de Falaise. C'est à Falaise que l'ancêtre d'Henri, le duc Robert, rencontra Arlota, la fille d'un tanneur de cuir, qui lui donna son fils illégitime, connu par la suite sous le nom de Guillaume le Conquérant. » L'allusion impudente de l'évêque à l'ascendance du roi était trop forte pour ce dernier, et il fut très vénéré lors de la rencontre et accéda plus tard au souhait de l'évêque. Mais, comme Fothergill le dit vraiment, c'est une grande erreur de supposer que cette volonté est disposée à s'aérer en toute occasion. Loin de là. Elle
Elle a souvent tendance à se dissimuler et il n'est pas rare de la trouver sous et à l'extérieur de beaucoup d'agréments. Il y a des hommes et des femmes aussi qui présentent une telle apparence de politesse qu'ils semblent n'avoir aucune volonté propre. Il n'existe apparemment que pour faire ce qui est agréable aux autres. Mais attendez le moment venu et alors la volonté latente se révèle et nous trouvons sous ce gant de velours la main de fer. Et ne vous y trompez pas. C'est le secret du diplomate. Talleyrand le possédait à un degré remarquable et était un diplomate cool, audacieux et prospère. Cavour possédait également ce pouvoir et l'utilisait avec sagesse. Le fanfaron et le vantard en sont dépourvus. C'est un pouvoir subtil et tenu, qui reste latent sur la surface et hors de toute évidence, mais qui, lorsque c'est nécessaire, jaillit comme une étincelle électrique, dynamique, entraînant tout le monde devant lui. C'est une force élémentaire d'une puissance irrésistible. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ça, c'est une autre révélation et utilisation de l'esprit en tant que pouvoir que je ne connaissais pas. Il faut écouter et réécouter ce message pour avoir la quintessence de ce que William W. Atkinson veut bien nous révéler ici lorsqu'il parle de l'esprit pour apprivoiser. Waouh! Nous sommes à la fin de cette merveilleuse leçon. Et voilà, celui qui n'est pas encore abonné, n'oublie pas de le faire. Et le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes publications. Et partage la vidéo avec tout l'entourage, les connaissances, ceux qui tu souhaiterais voir grandir spirituellement. Allez, au revoir et à la prochaine. Bye bye. C'était Julie Descap.